Alors d'abord, le contexte général de ce travail. Le point de départ est un triple constat. D'abord, celui d'une augmentation drastique du nombre de textes protégeant l'environnement depuis les années 1950. Donc ici, sur ce graphique, on voit le nombre cumulé de traités relatifs aux activités humaines en mer par date d'entrée en vigueur, donc depuis les années 1950, on a une augmentation très importante du nombre de textes. Malgré tout, on observe un besoin continu de protéger l'environnement face à des pressions humaines qui s'intensifient et se diversifient. En mer, on pense aux activités extractives, à la pêche, aux pollutions diffuses. Il y a tout un ensemble de menaces qui dégradent l'environnement marin. Et donc, face à ce double constat, celui de l'augmentation du nombre de textes marins, mais à la fois d'un besoin continu de protéger l'environnement, le troisième constat assez logique, c'est celui de la méconnaissance de la protection réelle de l'océan offerte par le droit. Est-ce que ces textes qui ont été adoptés ne sont pas appliqués, ne sont-ils pas pertinents, sont-ils inadaptés pour donc protéger l'environnement marin? Par ailleurs, on a observé ces dernières décennies des appels répétés pour le développement d'indicateurs, y compris juridiques. Donc ça, c'est une thématique qui vous est assez familière. Je pense à la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement de 1992, à une conférence des parties de la Convention sur la diversité biologique en 2016, ou encore un programme de recherche de la Commission européenne. Les indicateurs, donc, entendus dans ce travail, sont des variables qui permettent d'évaluer un concept au regard d'un objectif donné. On peut donc retrouver des indicateurs quantitatifs, qui mesurent par une valeur numérique, comme un nombre de fonctions, des indicateurs qualitatifs qui se traduisent par une valeur non numérique, comme le type de fonction, ou encore des indicateurs semi-quantitatifs qui se mesurent le long d'une échelle. Et typiquement, comme les questionnaires de satisfaction, on aurait donc une perception, par exemple, de la sévérité de la sanction, avec un 0, pas du tout sévère, ou un 3, très sévère. Voilà un peu un travail préliminaire. Donc, on a donc un enjeu ici, c'est celui d'analyser la protection de l'océan offerte par le droit. Cette analyse, elle peut s'effectuer en deux temps. D'abord, par une analyse du contenu du droit, pour voir si le droit, tel qu'il existe, déjà tel quel, est susceptible de protéger l'océan. Puis, une analyse de son efficacité. Le droit, tel qu'il existe et appliqué, permet-il de protéger l'océan? Donc, la première question ici consiste à analyser les textes pour voir s'ils contiennent tous les éléments nécessaires pour être réellement protecteurs. Et la deuxième consiste plutôt à analyser la transposition du texte dans le monde réel face à des éléments non juridiques et analyser ces interactions-là pour se faire une idée de son efficacité. Ce travail, donc le travail de cette thèse, est intégralement concentré sur cette première étape. Donc, une analyse du contenu du droit pour voir s'il contient tous les éléments nécessaires pour être protecteur. Donc, pour analyser ce contenu, le contenu des textes, on analyse l'écart entre l'objectif de la réglementation et leur conception. Il s'agit donc d'une contribution potentielle du droit à la protection de l'océan, car nous ne touchons pas à l'analyse de l'efficacité du droit. La finalité de ce travail est néanmoins de maximiser la protection de l'océan par le droit, en identifiant les lacunes du droit existant et en mettant également en lumière les similitudes et les dissonances des réglementations nationales, car je vais vous le présenter juste après. C'est un travail qui a été fait en droit comparatif. Alors, l'objectif de ce travail était donc d'expérimenter de différentes méthodes d'analyse, à la fois pour mettre en regard la méthode d'analyse traditionnelle, qui est l'analyse qualitative des textes, mais également des outils d'analyse émergents, comme le développement d'une base de données relationnelle pour faciliter l'analyse comparée de textes différents, de pays différents, comme l'identification de variables sur lesquelles on peut également effectuer des comparaisons, ou également la conception d'indicateurs. Pour cette présentation-là, je vous présenterai principalement le travail autour de la conception d'indicateurs. On pourra échanger sur le développement de la base de données ou sur l'identification des variables, mais ce n'est pas assez de temps pour tout vous présenter. Donc, la problématique sous-tend ce travail est la suivante, qui est l'apport informatique pour analyser qualitativement et quantitativement la contribution potentielle du droit à la protection de l'environnement. Et pour ça, on s'est donc appuyé sur une expérimentation de ces trois outils-là, dans une thématique d'étude, qui est la réglementation des statistiques, et dans 7 pays d'études du paradoxe de l'océan Atlantique.
Alors, en ce qui concerne la réglementation des sacs en plastique, cette thématique a été choisie pour plusieurs raisons. Le plastique est une source reconnue de pollution en mer. Le plastique étant une des 3 sources principales de la pollution tellurique, de la pollution qui vient de la terre et qui va en mer. Et parmi cette pollution plastique, les sacs en plastique figurent comme les objets les plus régulièrement collectés sur les plages en 2020. Voilà pour le volet juste du constat. Et d'un point de vue juridique, c'est le premier objet à usage unique en plastique à avoir été réglementé. Donc en 2001, le premier pays à avoir adopté cette réglementation est l'Irlande. Et depuis, en 2018 en tout cas, 2/3 des pays dans le monde réglementent les sacs en plastique. Donc c'est donc un objet intéressant pour effectuer des analyses comparatives du potentiel protecteur des textes, étant donné qu'on peut comparer entre de nombreux pays et observer potentiellement les effets sur les plages ou en termes de production des sacs en plastique. C'est également un objet, le sac en plastique, qu'on retrouve dans tous les pays du monde, donc qui facilite les analyses comparatives. Alors, en ce qui concerne les pays, donc ici, je vous ai remis les 5 états sur lesquels les analyses vont se poursuivre, étant donné que au Brésil et aux États-Unis, dans les 2 États fédérés qui ont été analysés, il n'y avait pas de réglementation finalement à cette position. Donc, les résultats que je vais vous présenter s'appuient sur une analyse des textes adoptés au Royaume-Uni, en Écosse et en Angleterre, en Irlande, en France, au Sénégal et au Cap-Vert. Ces pays ont été choisis pour une diversité de raisons. D'abord parce qu'ils les entourent tous un même océan. Voilà pour le volet continuité écologique. Mais également parce qu'ils présentent des caractéristiques sociales, économiques, politiques et juridiques variées. Donc l'idée, c'était de tester un peu une méthode dans une importante diversité de pays pour voir si elle pouvait s'adapter à différents. Donc voilà ce que je vous disais à l'instant. Et donc l'Écosse et l'Angleterre ont également été choisis parce que suite à la dévolution, ce sont les différentes nations du Royaume-Uni qui sont en charge d'adopter la réglementation sur certains plastiques, entre autres. Et l'Écosse et l'Angleterre sont les 2 nations qui ont poussé l'Écosse surtout qui a poussé le processus de dévolution plus loin. Donc l'idée, c'est de voir à quel point cette réglementation-là divergeait de celle de l'Angleterre. Alors, la première phase de ce travail a été donc de collecter les données, donc collecter les textes. Donc, on a ici une liste de l'ensemble des textes réglementant les sacs en plastique dans nos 6 entités. Donc, on retrouve ici l'Angleterre et l'Écosse, en plus des 4 pays. Donc, premier élément d'analyse, on voit qu'il y a quand même un nombre significatif de textes qui étaient sélectionnés, surtout en France. Et au Sénégal, la réglementation donc, a évolué radicalement en 2020, suite à l'abrogation de la loi de 2015, pour des problèmes de difficulté de contrôle. Donc, les analyses que je vais vous présenter sont axées sur l'ensemble de ces textes. Et donc, l'ensemble de ces textes qui est rentré dans une base de données faite sur mesure, dont je vais rapidement vous parler de ça. Alors, voilà le schéma conceptuel de cette base de données. Alors, l'idée de la base de données, c'était en fait de décortiquer un peu les différents textes adoptés dans différentes caractéristiques pour faciliter l'analyse en fait entre les différents pays de l'objet réglementé avec quel est le type de cette article réglementé, quels sont les types de règles juridiques utilisées, quels sont les différents types de contrôle. Donc en fait de séparer ces différents éléments-là pour pouvoir les comparer en direct. Alors ce schéma conceptuel est celui donc, qui structure la base de données et qui montre les liens logiques que l'on va retrouver dans la base de données. Donc, si je vous présente ça rapidement, on va retrouver donc ici un pays qui adopte un texte qui est composé de différents articles. Et ces articles-là qui définissent un ou plusieurs objets, donc différents sacs plastiques. Ces articles qui prévoient également différents, c'est pas ici des instruments, mais différents types de règles qui eux-mêmes réglementent différents objets. Les instruments qui sont eux-mêmes, dont l'application est contrôlée par le moyen des contrôles, qui sont eux-mêmes prévus par les articles, etc.
Les chiffres, enfin, les différents éléments de codage ici sont utilisés pour qualifier le type de relation. Par exemple, un article peut ou peut ne pas définir un ou plusieurs objets. C'est-à-dire qu'un article peut également avoir une autre fonction que celui de définir un objet. Mais c'est une relation qui est plurielle, parce qu'un article peut également définir plusieurs objets. Au contraire d'un texte qui, lui, contient un ou plusieurs articles, et ça, c'est une obligation. Donc, voilà un peu pour la structure de la base de données qui a été développée. En ce qui concerne les indicateurs. Alors voilà, je vais vous présenter maintenant le cadre méthodologique de construction des indicateurs. Deux éléments sont analysés. D'abord, est-ce que les textes sont suffisamment englobants dans leur champ d'application pour avoir un potentiel de protection? Et ensuite, ça c'est le caractère englobant, comprehensiveness en anglais, étant accepted avec les rédigés en anglais, et opportuneness, donc le potentiel de contrainte, qui est l'analyse de la force potentielle de ce texte-là pour permettre une évolution des comportements. Donc, une fois que ces deux éléments sont identifiés, on a développé une série de 3 indicateurs. Donc, le premier indicateur du caractère englobant est celui du type d'activité réglementée. L'idée ici, c'est de voir si ce sont les activités situées en aval ou en amont qui ont été réglementées. Est-ce que c'est seulement la production? Est-ce que c'est de la production à l'utilisation? Est-ce que c'est seulement l'utilisation? Dans l'idée que plus le champ d'action est large, plus le potentiel de protection est important. Le deuxième indicateur est celui de la définition de l'objet, toujours dans une idée de caractère englobant, dans l'idée que plus les sacs plastiques réglementés seront définis de manière large, plus le potentiel de protection sera important. En ce qui concerne les exceptions, c'est à la règle, c'est le troisième indicateur, on a ici un renversement de l'échelle, dans l'idée que plus les exceptions sont larges, moins le caractère englobant sera important, et donc moins le potentiel de protection sera important. En ce qui concerne le potentiel de contrainte, le premier indicateur est celui du type de règle. Ici, dans l'idée qu'en ce qui concerne les sacs plastiques, une interdiction pure et simple des sacs plastiques pourrait avoir plus d'effet qu'une taxation qui permet encore aux sacs plastiques d'être utilisés et de circuler. Cinquième indicateur, celui des moyens de contrôle prévus, donc avec quelle précision sont-ils prévus, quels sont les moyens qui sont alloués au contrôle. Et enfin, le sixième indicateur, celui des sanctions, dans l'idée que plus les sanctions seront importantes, plus elles ont potentiellement un potentiel de contrainte important. Donc voilà les 6 indicateurs qui sont définis. L'étape maintenant est celle de leur quantification. Comment est-ce qu'on les mesure, ces 6 indicateurs-là, directement dans les données. Donc pour cela, on a développé une échelle d'indicateurs semi-quantitatifs basée sur 4 niveaux. Donc on retrouve ces 4 niveaux pour chacun des indicateurs, mais je ne vous présenterai que le premier. Et donc ici, pour un score de 0, donc un potentiel de protection très faible, la réglementation ne précise pas le type d'activité auquel elle s'applique. On a donc ici un risque de dilution de responsabilité. Un score de 1 s'applique si la réglementation s'applique seulement à des activités situées en aval, comme la commercialisation et l'utilisation. Un score de 2 si la réglementation s'applique à certaines activités situées en amont, comme la production ou l'import. Et un score de 3 si la réglementation s'applique à la fois à des activités en amont et en aval, et donc les 13 en dedans. Donc on retrouve cette échelle à 4 niveaux pour l'ensemble des 6 indicateurs. Alors voilà des résultats pour le capteur. Alors on retrouve ici donc nos 6 indicateurs, les indicateurs du caractère englobant et les indicateurs du potentiel de contrainte. On retrouve l'échelle à 4 niveaux, 0, 1, 2, 3. Et donc, le premier élément qui ressort avec ce graphique qui représente simplement les scores obtenus pour le pièce vert, c'est ici un potentiel de contrainte qui est assez important, avec une réglementation capverdienne qui prévoit à la fois des interdictions, l'interdiction et la taxation des sacs en plastique dans une temporalité qui est variable, des moyens de contrôle et des sanctions prévues relativement protectrices. Malgré tout, on observe aussi que le point faible de la réglementation capverdienne est celui des exceptions prévues à la règle,
étant donné que les exceptions prévues sont très larges et très englobantes, ce qui vient nuire au caractère englobant de cette réglementation-là. Et donc potentiel. Donc on peut vraiment se poser la question en fait le potentiel de protection de cette réglementation-là, étant donné que les exceptions prévues sont très larges. Si on compare ensuite les scores obtenus pour les 6 indicateurs, cette slide est un tout petit peu lourde, donc elle met du temps à arriver. Voilà. Là, voilà. Donc, on a ici nos 6 identités qu'on retrouve, ainsi que nos 6 indicateurs. Et on peut ici avoir une comparaison des différents scores obtenus pour les différents pays. Et donc ici, ce qui ressort d'abord, c'est que pour l'ensemble des entités, le potentiel de contrainte est plus développé que le caractère englobant. Donc, on a ici des réglementations qui définissent les sacs en plastique ou le champ d'application de la réglementation des sacs en plastique de manière assez restrictive, mais par contre, qui prévoit des moyens de l'appliquer relativement importants. On peut néanmoins constater qu'il y a une importante variabilité sur tous les différents aspects. Avec par exemple en Irlande, au Sénégal et en Écosse, un caractère englobant qui est vraiment très très faible. Au Sénégal, le problème, c'est que l'exception est tellement fausse et tellement englobante que ça pose même la question en fait de l'applicabilité de la règle. En Écosse, en Irlande, on a également des exceptions très très importantes, en fait, basées beaucoup sur l'usage des sacs. Donc tous les sacs sont interdits, sauf ceux sont taxés plutôt, sauf ceux utilisés pour transporter une hache, un poisson, des graines, de la glace, etc. Il y a toute une variabilité d'exceptions. qui pose la question également de l'application. Et donc, le deuxième constat ici, c'est celui de la diversité des approches mises en place par ces différents pays pour réglementer les sacs en plastique. Il n'y a pas ici 2 pays qui ont la même approche, qui développent une approche vraiment identique. Ce qui pose ici la question d'un effort commun qui doit être fait pour réglementer cette pollution transnationale, mais avec des approches pour l'instant nationales qui sont très diversifiées. Voilà pour ces résultats-là. Alors, quels sont les apports des indicateurs ici pour analyser le contenu du droit? D'abord, ce sont des outils de comparaison, des approches mises en œuvre par différents pays, qui permettent, qui parlent un peu de s'extraire des textes pour identifier des points communs. Ce sont des outils d'analyse des caractéristiques des réglementations, qui permettent de mettre en avant certains points très précis. Mais également, ce sont des outils de communication du contenu du droit dans un format qui est facilement communicable. On a vu ce graphique parle de lui-même. Ces caractéristiques donc prometteuses sont néanmoins accompagnées de risques. D'abord, on peut se poser la question de l'objectivité de ces mesures, qui est d'abord basée sur le choix des indicateurs et de leur échelle de notation. On a un risque d'introduction de biais et de subjectivité dans la mesure. Et l'importance également qui rejoint l'importance de mettre en avant le cadre méthodologique de la mesure. Je vous ai présenté par exemple que l'échelle de notation pour le premier indicateur c'est du temps, mais il faudrait vous présenter l'intégralité des échelles pour que vous puissiez vraiment analyser les résultats par vous-même. Il y a également un fort pouvoir de communication au détriment d'une information précise. Donc ça, c'est une problématique qui est intrinsèque à la définition des indicateurs, qui sont des mesures présumées. Donc là aussi, il y a une importance de mettre en avant les limites d'utilisation de ces indicateurs-là, qui ne remplaceront jamais l'analyse vraiment qualitative des textes. Et enfin, il y a un risque d'instrumentalisation de ces mesures. Donc encore une fois, de la part du producteur d'indicateurs par l'introduction de biais, qui chercherait à mettre en avant telle caractéristique ou telle autre pour des raisons personnelles, ou encore de la part plutôt des récepteurs des indicateurs, on pourrait avoir une conformité de façade de la part des différents pays, par exemple, qui pourrait cocher tous les critères de notation des indicateurs, mais malgré tout, ne pas appliquer la règle, et du coup, avoir un effet protecteur qui reste très fort. Donc, si on revient sur nos sacs en plastique, quel est un peu l'état de la réglementation des sacs en plastique dans ces 6 pays? Donc, on a des réglementations qui abordent cette problématique de manière très peu englobante, avec une importante prévalence des exceptions basées sur l'usage des sacs,
pose vraiment la question de la réduction de la quantité de sacs plastiques qui vont réellement être utilisés. Je n'en ai pas du tout parlé ici, mais il y a également un important flou qui est laissé autour de la réglementation des sacs dits biodégradables ou dégradables, qui sont très peu réglementés, malgré des effets sur l'environnement qui sont encore prouvés comme négatifs. Et on a également des effets pervers de sacs dits réutilisables qui sont définis par leur épaisseur, mais qui, s'ils ne sont pas réutilisés, posent vraiment la question de la réduction finalement des sacs plastiques. Et on a le deuxième élément, c'est on a vu également qu'il y a des approches très différentes et très diversifiées à la réglementation des sacs plastiques. Donc, identité et stratégie de réglementation différente des sacs, qui pose la question de l'enjeu d'une approche commune à l'aube de la négociation d'un traité international sur les plastiques, qui est donc très d'actualité en ce moment. Et donc tout ça met en avant l'importance d'analyser l'application et l'efficacité du droit et de ne pas se cantonner à l'analyse de son contenu. Alors, quelles sont les prochaines étapes de ce travail? Il y a maintenant une thèse en cours pour automatiser l'extraction d'informations juridiques des textes, pour faciliter en fait cette étape et la rendre plus rapide, donc par l'utilisation de l'intelligence artificielle, pour classifier les articles et extraire les caractéristiques d'interdiction. Donc ça, ce travail est fait sur une trentaine d'entités francophones et sur 5 types d'interdictions, donc pas seulement les sacs en plastique, mais également le commerce et la chasse de tortues, l'interdiction de frontières des eaux de ballast sur les bateaux, etc. Et il y a également un autre projet qui est en train de commencer, qui s'appelle NORAS, qui vise à développer l'observation du rôle du droit dans la protection de l'environnement, en utilisant encore l'intelligence artificielle dans différents domaines, donc les domaines qu'on retrouve sur la droite, pour réaliser des tests sur l'efficacité du droit. Donc ça, c'est un travail qui est principalement mené par Marie Devin, que je vous invite à contacter si vous avez des questions. Merci beaucoup pour vos retours.